Quelles sont les 5 idées d'aménagement qui vont rendre votre location irrésistible? Bonjour, je suis Détélina Duteil, investisseur immobilier et coach en investissement. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me réjouis d'avoir un invité très spécial. Elle est jeune, elle est dynamique, elle est très créative et elle est surtout architecte d'intérieur. Bonjour Violaine Richard. Bonjour Détélina Duteil. Violaine Richard, ou astucieuse, rénoveuse astucieuse. Elle est créatrice, elle est fondatrice du blog qui vous aide à investir de façon rentable, qui vous aide à rénover sans stresser et qui vous aide surtout à maîtriser votre budget de travaux. Tout à fait. Alors aujourd'hui, je demandais à Violaine de partager avec nous ses meilleures idées pour rendre l'investissement locatif irrésistible, c'est-à-dire qu'on ne souffre pas de vacances locatives. Mais avant de continuer, les amis, je vous demande de liker cette vidéo parce que je vous promets, elle va être extraordinaire et aussi de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Violaine, merci beaucoup d'avoir accepté cette proposition d'interview. Avec plaisir. Je peux te demander de te présenter. Moi, je Oui, te bien sûr. connais depuis maintenant bientôt 2 ans. J'ai vu ton évolution. J'ai vu comment tu as petit à petit créé une vraie communauté, une vraie effervescence autour de ton site, autour voilà, de tout ce que tu as pu faire en termes d'accompagnement d'investisseurs immobiliers. Donc, maintenant, à toi. Alors, bonjour à tous. Je suis Violaine, donc je suis la créatrice du blog Rénoveuse Astucieuse et de l'entreprise du même nom. Je suis architecte d'intérieur et je travaille exclusivement avec des investisseurs immobiliers. Je précise des investisseurs immobiliers rentables, puisque je n'accompagne pas le père de famille qui va acheter quelque chose qui sera remboursé dans 20 ans et qui, entre-temps, lui coûte de l'argent tous les mois. Voilà, mon objectif, c'est de travailler des gens qui cherchent de la rentabilité et du cash flow tous les mois. Qu'il a le droit de père de famille, bien sûr. Mais voilà, je vais travailler plutôt sur comment est-ce qu'on va pouvoir aménager de façon très fonctionnelle un logement et comment on va le décorer d'une façon unique pour que les locataires aient envie de louer votre logement plutôt que celui du concurrent et pour qu'il ait également envie d'y rester longtemps parce qu'il s'y sent très bien. Donc, on va travailler avec des aménagements beaux et fonctionnels et puis bien sûr en respectant un budget d'investisseur immobilier. Voilà, donc il y a 2 grands axes dans tes interventions, l'optimisation de l'espace et aussi faire beau, unique et rentable. Exactement. Alors, je sais que depuis quelques années, il y a une vraie effervescence vers l'investissement immobilier de la part de jeunes, moins jeunes. Il y a vraiment une ruée vers l'or. Est-ce que d'après toi, on peut transformer de tout en tout une location, même si elle est, on va dire, pas très attrayante à première vue, même si elle a des vices, même si elle est sombre, même si, voilà, elle est en dernier étage sans ascenseur. Est-ce que tout est transformable? Alors, tout est transformable. Par contre, tous les défauts ne sont pas corrigibles. Et les défauts qui vont être spécifiques au logement, par exemple, un énorme problème de luminosité lié au fait que la seule fenêtre donne sur cour face à un mur. On ne va pas aller démolir le mur en face pour avoir de la lumière, donc ça, on ne pourra pas le changer. Par contre, on va pouvoir tricher avec de la lumière artificielle, par exemple. Il y a des choses comme ça qu'on va pouvoir améliorer, qu'on ne pourra pas totalement corriger. Par contre, on va pouvoir compenser peut-être un manque de luminosité par
autre chose. Effectivement, ça peut être de la lumière artificielle, ça peut être une décoration qui justement assume le côté sombre de ce logement ou qui va compenser en partie. On va essayer de faire rentrer de la lumière avec d'autres astuces, des miroirs, des choix de peinture, enfin voilà, ce genre de choses qui vont permettre de rendre ce logement plus attrayant. Après, ce qui va vraiment être important, c'est au moment de l'achat de bien faire ses calculs pour voir si le montant des travaux nécessaires pour pouvoir améliorer ce logement est réaliste déjà, et est-ce que ajouter au prix d'achat du logement, est-ce que le logement va rester rentable étant donné le loyer qu'on va pouvoir demander. Alors, je sais que tu as travaillé sur différents types de projets dans différentes villes. D'après toi, quelles sont les idées simples à appliquer qui peuvent nous permettre de transformer un vilain canard en cygne, en quelque sorte? Alors, la première chose, avant même de commencer à parler de déco, de couleurs, ce genre de choses, la première chose à faire, c'est d'aménager. Et dans aménager, certaines personnes se disent OK, on parle des cloisons, etc. Pas forcément, en fait. Aménager, ça veut dire faire un plan d'aménagement, donc effectivement qui peut toucher aux cloisons, mais qui peut aussi être simplement un plan du mobilier qui va permettre de s'assurer que la façon dont on a prévu d'organiser l'espace, une fois que les meubles seront en place, vont réellement correspondre aux besoins des locataires et surtout vont rester fonctionnels. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se dire « Allez, j'ai acheté ce canapé, a priori il rentre », sauf que quand on le positionne, on se rend compte qu'il empêche d'ouvrir la fenêtre, qu'il bloque une partie de la porte, qu'il empêche de circuler correctement et qu'à chaque fois, on va se taper les tibias dans la table basse. Donc, ce n'est pas du tout l'idée. On veut que les locataires se sentent bien, qu'ils aient envie de rester longtemps, puisque ça va permettre de réduire la gestion locative. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que tout soit bien pensé, qu'on ait pensé à où est-ce qu'on va ranger l'aspirateur, qu'est-ce qu'on va faire de l'étendoir, est-ce qu'on n'a pas envie de l'avoir au milieu du salon. Enfin, voilà, c'est tous ces éléments-là qui vont faire la différence. Et le deuxième intérêt, quand on aménage avant de décorer, c'est qu'on va pouvoir anticiper quels sont les éléments à mettre en valeur et les murs sur lesquels on va travailler. Parce que ça n'aurait pas de sens de se dire je vais mettre un très très beau papier peint panoramique sur un mur et que finalement on se rend compte que ce mur, on ne va jamais le voir sur les photos. Donc le côté hyper waouh qu'on pourrait avoir sur une annonce immobilière, si on a investi, je sais pas, 100, 200, 300 euros dans un très beau papier peint et qu'en plus on ne le voit pas, ça n'a aucun intérêt. Donc toute cette partie-là d'aménagement va permettre de savoir quels sont les éléments qu'on aura envie de voir sur une photo et du coup quels sont les endroits qu'on va décorer en priorité. En fait, prendre chaque location comme une création toute neuve, commencer à zéro et pas se dire tiens, j'ai un tableau, j'ai une chaise de ma grand-mère, où est-ce que je pourrais les caser, j'aime bien ce petit placard. Non, il faut vraiment commencer à zéro et prendre en considération les contraintes de logement. Après, ça ne veut pas dire que si on adore le tableau de la grand-mère et qu'on se dit tiens, il pourrait apporter une petite touche vintage hyper sympa, on peut se mettre dans les contraintes le fait que ce tableau, il faut qu'il rentre quelque part. Par contre, on ne va pas le poser au hasard. On va le poser en fonction d'un aménagement. Alors, il y a la lumière qui est très importante, il y a aussi les couleurs qui sont très importantes. Exactement. Ça, c'est le deuxième point, généralement. Aux couleurs. Moi, je trouve déprimant de voir, on voit beaucoup sur Facebook, passer énormément de photos d'investisseurs qui ont fait des superbes rénovations, enfin, superbes dans le sens, c'est neuf, c'est propre, c'est moderne. Et le problème, c'est que souvent, c'est fade et sans vie, parce qu'on a des murs blancs, on a une cuisine blanche avec un plan de travail en bois, on a un canapé gris, souvent on a un coussin gris ou noir. On a l'impression que les gens ont peur de mettre de la couleur, alors que la couleur, c'est la vie en fait. Il y a des études qui ont été faites qui montrent que les couleurs sont extrêmement importantes pour le bien-être. Et en fait, quelque chose de coloré, c'est pas obligé d'être criard. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut mettre un rouge pétard ou un rose Barbie. Mais c'est important d'avoir ces couleurs-là pour se sentir bien au quotidien. C'est vrai en tant que propriétaire dans son propre logement, quand on est dans sa résidence principale. C'est vrai pour ses locataires. Après, forcément, les couleurs, on aime, on n'aime pas. Chacun a ses goûts. Moi, ce que je conseille généralement à mes clients, c'est de partir d'une base qui leur plaît parce qu'il faut qu'ils soient fiers des couleurs qu'ils auront choisies, qu'ils soient fiers de leur logement, qu'ils aient envie de le louer et de le faire visiter avec fierté. C'est hyper important.
Du coup, pour les couleurs, généralement, on va partir de quelque chose qui plaît, qui plaît à soi, en fait. On va travailler en respectant certaines règles, notamment quand on n'a pas l'habitude de travailler des couleurs, on va utiliser certaines règles toutes simples. La première, c'est du coup de ne pas partir sur plus de 3 couleurs quand on n'a pas l'habitude. Dans la même pièce. Donc, dans la même pièce, ouais. Donc, on va utiliser avec une proportion grosso modo de 60% de couleurs pour la couleur principale, 30% pour la couleur secondaire et 10% pour la couleur d'accent, qui est une couleur qui va juste venir ponctuer. Typiquement, je pars du principe que le blanc, c'est pas vraiment la couleur. Le blanc peut être présent en grande partie, mais la couleur principale, c'est celle qui va attirer l'œil quand on rentre. Typiquement, là derrière moi, on voit qu'il y a une démarcation en peinture. Là. La peinture verte dans mon salon, elle est dominante alors qu'elle ne recouvre qu'une partie des murs. Mais c'est ce vert qui impacte. Je l'ai associé avec un canapé rose poudré qui est une grosse pièce dans un salon qui n'est pas très grand. Du coup, je viens vraiment faire cette couleur secondaire et je suis venue ponctuer avec quelques accessoires dans les tons jaunes qui viennent retrouver, faire une petite couleur d'accent. C'est exactement les couleurs qu'on trouve également sur ce tableau derrière moi. Donc voilà, tout est travaillé sur ce choix coloriel et en travaillant comme ça, en fait, on peut avancer pièce par pièce. Et quand on a un doute sur quelle couleur je mets dans une pièce par rapport à l'autre, on peut garder l'une de ces couleurs et retravailler à partir de, là, dans cet exemple, le vert, le jaune ou le rose dans les pièces suivantes. Ah oui. Sans forcément refaire exactement la même chose, bien sûr. Tout à fait, les couleurs sont très très importantes. Je te rejoins complètement sur ce point. Elles dynamisent, elles remontent le moral, elles donnent de l'énergie. Mais tout le monde ne se sent pas l'âme d'un décorateur. C'est pourquoi soit les amis, vous avez des idées, soit faites appel à des professionnels comme Violaine, puisque effectivement, ça ne s'improvise pas. Après, je sais que beaucoup d'investisseurs préfèrent faire des logements passe-partout, c'est-à-dire sans engagement, sans empreinte forte, en s'imaginant que comme ça, il serait loué rapidement. Mais en fait, je pense comme toi que c'est une erreur. Oui, simplement, il va ressembler aux 1000 logements dans la ville. Il sera vraiment un parmi d'autres. Donc, ce serait beaucoup moins facile de le mettre en valeur et de l'imposer dans un marché concurrentiel. C'est exactement ça. Il faut bien se rendre compte que le locataire, quand il est en train de chercher son logement, il est sur le bon coin. Il est tranquillement installé dans son canapé, il regarde, il scrolle, il regarde toutes les annonces, elles se ressemblent toutes et hop, s'il y en a une qui sort du lot, ça lui plaira, ça lui plaira pas, mais en tout cas, ça va l'arrêter, ça va attirer son attention et il va plus facilement avoir envie d'en savoir plus si effectivement il se passe quelque chose. Il n'y a pas forcément besoin de faire quelque chose d'énorme. Là, j'ai parlé de peindre les murs, mais on peut très bien aussi ne pas peindre les murs et travailler sur du mobilier coloré, sur des accessoires colorés. Alors, généralement, j'évite de mettre des choses trop colorées sur une grosse pièce comme le canapé, par exemple, puisque si on a envie de faire évoluer sa décoration, c'est plus compliqué. Donc, à part quand c'est pour soi, quand c'est qu'on va se sentir très bien dans cette couleur très longtemps, c'est un peu différent. Mais sur la location, généralement, j'essaie de rester sur des choses plus sobres, quitte à accessoiriser beaucoup plus avec de la décoration murale, avec des coussins, avec des rideaux, des tapis, des petits accessoires à poser. Voilà, tous ces éléments-là qui vont finalement apporter une âme. Tout à fait. Il y a les couleurs froides, il y a les couleurs neutres. Il y a toujours une base de 2 couleurs que vous pouvez utiliser, donc voire 3. Mais de toute façon, vous serez toujours gagnant en mettant des couleurs plutôt qu'en privilégiant des murs blancs, puisqu'ils pompent de l'énergie, ça fait fade, ça fait presque inquiétant et ça ressemble à un hôpital. Donc, personne n'a envie d'habiter dans un hôpital. D'ailleurs, je rajoute un point par rapport à ce que tu viens de dire. Il faut faire attention au blanc dans certaines pièces.
notamment les pièces situées au nord. Parce qu'un vrai blanc va avoir l'air un peu sali, parce qu'on a une lumière qui est très particulière au nord. Et le blanc ne réagit pas très très bien. Donc, dans ces cas-là, il vaut mieux partir sur une nuance un peu plus cassée ou éventuellement un ton plus chaud. Typiquement, si on part sur des blancs cassés, on évite les blancs avec des tonalités plutôt vertes ou bleues, plutôt partir sur les jaunes, oranges, rouges. Sachant que sur une pièce située au nord, on a deux possibilités. Soit on va partir sur quelque chose de foncé en disant allez, j'assume le côté un peu plus sombre d'une pièce sonore, je vais créer une boîte, un truc un peu intime, faire un effet un peu boudoir, et là on va partir sur des couleurs plutôt sombres. Alors que si on veut au contraire maximiser la luminosité, on va plutôt rester sur des couleurs pastel. Oui, oui, tout à fait. Donc, il y a les plans d'aménagement, il y a le mobilier, il y a les couleurs. Et quelles sont les autres astuces que tu pourrais nous partager pour qu'on explose en termes de remplissage locatif? Alors, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la peinture. J'adore la peinture et j'adore peindre différemment. En fait, quand on regarde les appartements, il y a énormément de gens qui peignent un mur dans la pièce. Ça, c'est très fréquent. On a souvent le mur gris ou le mur bleu. C'est toujours les mêmes couleurs. Et par contre, c'est toujours la même façon de peindre. C'est-à-dire que j'ai 4 murs et un plafond. Mon plafond est blanc, mes 3 murs sont blancs. Et le 4e blanc, il est d'une couleur. Et en fait, une chose toute simple, c'est que pour créer un effet différent qui interpelle, on peut faire exactement la même chose, mais juste en peignant plus ou moins que le mur. C'est-à-dire que là, typiquement derrière moi, j'ai peint un retour du mur. J'ai le même sur le mur sur ma gauche. Et ça me permet de créer un espace, deux espaces distincts dans mon salon, puisque là, je suis assise à la table à manger et juste à côté, j'ai mon salon. Ça me permet de délimiter mes deux espaces, de créer des zones un peu cocon. Et je n'ai pas peint jusqu'au plafond. J'ai un plafond ici qui est à 3 mètres. J'ai peint jusqu'à 2,30 mètres, ce qui me permet de rabaisser un petit peu et d'éviter d'avoir une impression de quelque chose de trop grand, trop froid. De créer une pièce dans une pièce. Exactement. Autre chose qu'on va pouvoir faire, c'est donc de peindre moins que le mur, de peindre peut-être, je ne sais pas si on a une tête de lit. Bon, en tête de lit, on a l'habitude de le voir généralement. Mais pour une tête de lit, par exemple, je vais peindre, je sais pas, mon lit monte à 50-60 cm de haut, je vais peindre jusqu'à 1,20 m, 1,40 m pour dire que quand je suis assise sur le lit, j'ai la tête de lit qui arrive au-dessus de la tête. Et je vais peindre sur les côtés. Si mon lit fait 1,40 m, peut-être que je vais aller jusqu'à 2 mètres pour englober mes tables de chevet. Et puis, on peut faire en sorte que la peinture tombe à cheval sur un mobilier ou un objet de décoration, comme c'est le cas ici. Là, j'ai fait en sorte que ma peinture tombe à 2/3 de l'emplacement du cadre qui était prévu pour créer cet effet asymétrique, rythmé, etc. En fait, c'est très intéressant. Tu fais un travail d'architecte et tu crées des tableaux vivants dans tes pièces. Tu crées des ambiances, tu crées des mises en scène. C'est ça. Pour réveiller l'esprit et surprendre. C'est pour ça que j'insiste encore sur l'importance d'aménager avant de décorer, puisque si on a fait un plan avec l'ensemble du mobilier dessiné aux vraies dimensions, c'est très facile derrière de dire au peintre, ok, alors vous allez peindre de là à là, mais je veux que ce soit exactement là, puisque quand je vais repositionner mon mobilier à la place idéale, ça va tomber pile poil et ça va être très joli. Super. C'est une super idée. Ouais, mais après, on peut même aller vraiment beaucoup plus loin que le mur. Donc, c'est-à-dire, on peut soit effectivement déborder sur les murs à côté, mais on peut aussi peindre le plafond. Pas forcément entièrement, on peut le peindre partiellement pour se dire qu'on crée une tête de lit un peu baldaquin et hop, on a un retour qui revient sur le plafond. Ça peut être aussi de peindre totalement un plafond, sachant que si on a besoin on a un plafond qui est très très haut et qu'on souhaite un peu le rabaisser pour créer un côté boîte, on va mettre une couleur plus foncée que les murs au plafond. Et si par contre on a un plafond un peu bas, on va faire l'inverse, on va le peindre en plus clair que les couleurs du mur. Effectivement, ça se fait de plus en plus, surtout dans des appartements haut standing. Une couleur sombre, elle habille, elle crée ce cocon dont tout le monde a besoin en fait, mais c'est un parti pris. Je sais.
j'adore faire dans les entrées, notamment, ou dans les couloirs, où souvent on se dit ah, c'est super sombre, qu'est-ce que je vais faire? Bah, assumons, allons encore plus loin. Et du coup, ça peut être l'occasion de travailler différemment avec la lumière, de mettre en valeur justement tout ce travail qui peut être en peinture ou en papier peint, hein, peu importe, mais ça peut être l'occasion justement de se dire allez, on va créer quelque chose de très, très uniforme en fait. Et cette entrée, on va en faire une pièce à part. Super, super. J'aime beaucoup ces idées vraiment jeunes, originales, simples à exécuter et pourtant, ils sortent complètement des clous. Il y a donc les couleurs, il y a les peintures, il y a les plans d'aménagement et j'imagine qu'il y a aussi les tableaux, les photos. Oui, alors je vais en parler après. Avant, il y avait un point que j'avais envie de partager avec vous, c'est penser à mixer l'ancien et le moderne. Puisque c'est vrai que quand on investit, il y a une chose généralement qu'on a tendance à faire, c'est acheter 100% neuf, tout simplement parce que c'est plus Oui. facile, c'est plus rapide. Et je le comprends tout à fait, hein. Parce que forcément, aller chercher des pièces un peu plus anciennes, ça va demander un petit peu plus de travail. Sauf que ce travail-là, il a quand même deux intérêts. Le premier, c'est qu'il va permettre de dynamiser, de donner un petit look différent, puisque quand on met une table ancienne dans un salon très moderne, bah, ça va pouvoir créer quelque chose de moins uniforme, justement, d'éviter d'être sur du monostyle, et ça va créer un cachet particulier. Et la deuxième chose, bah, c'est que certes, ça prend du temps d'aller chercher des meubles anciens sur Le Bon Coin ou en brocante. Par contre, ça coûte vachement moins cher. Donc, ça permet potentiellement d'aller chercher des vraies économies. Moi, c'est le cas sur une colocation que je suis en train d'aménager à titre personnel. Mais j'ai 2 salles de bain. Les 2 meubles seront des meubles récupérés pour mettre sous la vasque. Donc, il y aura un piétement en fer sur lequel je vais rajouter un plan de travail et une vasque posée dessus. Un très beau pied ouvragé que j'avais acheté avec une table en marbre. J'ai gardé le plateau pour faire autre chose et le pied va me servir à ça. Et une table d'écolier. Donc, les tables en bois avec juste un petit rangement en dessous et puis le trou pour l'encre. Ça, on trouve ça à 15 € sur Le Bon Coin. Il y a juste à poser une vasque dessus, la vernière pour que ça ne bouge pas et c'est tout. C'est magnifique. Et généralement de bonne qualité parce que voilà, c'est bien beau d'aller chercher, de mettre cette énergie, etc., de faire des économies. Mais après, il faut que le meuble reste. Il ne faut pas qu'il ne se décompose sous nos yeux. Quel Là, est ton... on parle de meubles anciens. Donc, en fait, c'est des meubles qui ont vraiment déjà une grande résistance dans le temps, qui sont très solides et qu'ensuite, pour toutes les parties en bois, on vient les protéger, bien sûr. Même chose pour toutes les parties métalliques qui pourraient rouiller, tout ça, c'est protégé. Mais ça permet d'aller chercher un look incroyable pour un tout petit prix. Alors, effectivement, c'est super de mélanger ancien et nouveau. C'est ce que je fais aussi beaucoup dans mes rénovations. Par contre, ce n'est pas évident. Il faut avoir un petit peu l'expérience, il faut avoir aussi le feeling, il faut avoir l'habitude en fait un peu de fréquenter des salons, des salles d'exposition, même des musées, de s'intéresser un minimum à l'école. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques codes, des garde-fous qui pourraient un petit peu nous préserver de faire des bourdes en termes d'assemblage de mobilier, d'assemblage de couleurs, d'assemblage de différents styles? Parce que je sais que sur le principe, beaucoup de gens vont aimer, mais à appliquer, à réaliser, c'est pas si simple que ça en fait. Moi, généralement, ce que je fais, c'est que je vais faire des choses très simples. Par exemple, je vais aller chercher la table à manger dans un bois massif. Et je vais l'associer avec des chaises très modernes. Idéalement, moi, j'adore aller chercher les chaises. Pardon. J'adore aller chercher les chaises en métal type Tolix qu'on peut trouver dans énormément de coloris et qui vont permettre justement de faire partie des accessoires qui vont apporter ces touches de couleur dans la pièce. Et là, cette table en bois, par contre, quelle que soit la couleur du bois, en fait, globalement, elle va aller puisque la couleur bois, pardon, la couleur bois, c'est une couleur qui s'harmonise assez facilement avec tout. Du coup, on n'a pas trop de difficultés quand on a trouvé... alors, je parle vraiment de vrais bois, hein, pas les formica et les compagnies.
plus compliqué. Mais sur du vrai bois, globalement, on peut le mettre partout. Pareil, dans une chambre où on aurait quelque chose de globalement très moderne, pourquoi pas bien tu mettre juste le bureau dans un bois plus ancien. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Ou alors, on peut aller chercher un côté un petit peu plus bohème en allant chercher des matériaux plus bruts. Peut-être de la planche de coffrage pour créer une table, par exemple. Après, ça va dépendre de l'ambiance qu'on veut chercher. Et globalement, quand on cherche qu'est-ce qui pourrait fonctionner, on peut déjà aller tout simplement sur Pinterest et chercher des ambiances qui nous parlent. Et en fait, vraiment prendre le temps de les analyser en profondeur. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne sur cette photo? Pourquoi elle me plaît? Et vraiment regarder les détails. Souvent, ce sont les détails qui font que la photo elle est réussie. C'est pas le super canapé avec le coussin et le plaid. C'est le bibelot qui a été posé à côté avec une petite plante séchée ou c'est le très beau tableau mais qui a été associé avec telle et telle chose. Et c'est ces éléments-là mis bout à bout qui font que ça fonctionne. Donc, c'est vrai que quand on cherche à créer soi-même, Pinterest, c'est une super source d'inspiration, mais il faut apprendre aussi à copier correctement. Exactement. Et à choisir correctement. Mm. Tu ne vas pas partout. Et c'est pas parce que ça nous plaît sur une photo que ça va bien rendre chez nous ou dans notre location. Donc, à garder en tête, j'ajouterais simplement que l'ancien amène une histoire, amène de la chaleur. Quand on rentre dans un appartement tout neuf, avec des objets neufs, c'est pas la même sensation de vécu, c'est pas la même sensation d'expérience que quand il y a quelques objets qui amènent avec eux des années, qui amènent avec eux des histoires, qui amènent avec eux, voilà, une sensation un petit peu de comme quoi on coécrit une histoire. On n'est pas au début, mais voilà, on a juste prendre le relais de personnes qui ont été avec ces objets, qui ont vécu avec, etc. C'est très agréable. Et puis, bien sûr, la touche finale, ce sont les accessoires. On en parle régulièrement, mais voilà, c'est hyper important d'accessoiriser. Alors, les accessoires, c'est tout un monde. Ah ouais, et les accessoires, c'est très large. Hein. On met absolument tout ce qui n'est pas des meubles dedans, en gros. Donc, on peut trouver beaucoup, beaucoup de choses. Alors après, il faut faire attention à la façon dont on accessoirise. Ça doit être ni trop peu, ni trop. Sauf quand on va chercher des styles très particuliers. Par exemple, quand on regarde le style bohème, ça fait partie du style bohème d'avoir une sorte de trop. Bon, personnellement, moi, j'aime pas. Je peux le travailler avec mes clients, mais c'est pas quelque chose qui me parle. J'aime les ambiances plus épurées, où on va juste venir mettre quelques petits accessoires pour ponctuer. Et par contre, j'ai beaucoup travaillé sur les accessoires textiles, parce que je trouve qu'ils apportent énormément cette impression de confort, les coussins, les tapis, les rideaux, voilà ce genre de choses. Ou le linge de lit aussi, qui est une part entière de la décoration d'une chambre. Et ensuite, ce que j'aime bien, c'est la décoration murale. Moi, j'adore les affiches comme celles que j'ai derrière moi. J'en ai un peu partout chez moi. J'aime ça parce que je trouve qu'on peut facilement créer quelque chose de coloré et d'agréable, y compris sur un mur tout blanc, en faisant quelque chose de simple. Moi, personnellement, mes affiches, je les achète chez Desenio parce que je trouve qu'ils ont des produits de très belle qualité, avec énormément de choix. Par contre, petit conseil pour les investisseurs, achetez vos affiches, achetez les affiches chez Desenio, mais achetez les cadres chez Ikea, sauf si vous cherchez une couleur très spécifique. Parce que le cadre vous coûtera 3 fois moins cher chez Ikea. Tout à fait. Donc, je sais que, en fait, l'artisanat d'art peut créer cette touche d'exceptionnel, de luxe dans une location qui est tout à fait standard. Et justement, il faut aller chercher la surprise sur le linge de lit, sur les petites touches, les accessoires, qui sont en fait des petits bijoux qui viennent ponctuer l'ambiance générale et qui viennent rajouter ce côté un peu précieux d'une location. Tu nous as donné vraiment d'excellentes pépites. Un grand, grand merci, Violaine. Je sais aussi que tu es spécialiste dans tout ce qui est tenir, maîtriser son budget d'investissement, de décoration. Alors, comment justement ne pas déborder juste en deux mots, très simplement,
après avoir fait nos plans d'aménagement, après avoir imaginé les couleurs, les peintures, après avoir cherché sur le bon coin ces petites touches anciennes qui vont mélanger le moderne et qui vont le mettre en valeur, et après avoir choisi ces beaux tableaux, comment après tout ça tenir notre budget? C'est un très vaste sujet, le budget. Voilà, juste En vrai, deux je dirais lignes. que déjà, la première chose, avant même d'attaquer les travaux, en fait, c'est de se dire, est-ce que mon budget est le bon déjà? Parce que j'ai des personnes des fois qui viennent me voir en me disant, je voudrais faire de la location courte durée dans un appartement de 120 mètres carrés avec 4 chambres et j'ai 5 000 € pour payer le mobilier. Je me dis, ouais, ben, il va falloir faire beaucoup, beaucoup de récup parce que, en plus, sur la location courte durée, où généralement on a envie d'accessoiriser un peu plus pour que les gens arrivent vraiment, je pose mes valises et je me sens parfaitement bien, je suis chez moi. C'est compliqué. Voilà, donc c'est bien d'un peu plus anticiper. Mais il faut être réaliste. Donc pour ça, je vous invite à aller voir mon compte Instagram puisque je publie régulièrement des infos sur quel budget pour quelle pièce. Donc il y a pas mal déjà d'informations qui sont en ligne. Et, ensuite, moi je trouve que ce qui permet énormément de maintenir le budget sous contrôle sur la partie mobilier, c'est de faire une liste d'achat préalable en fait. Au moment où on va créer son plan d'ameublement, donc le plan d'aménagement avec tous les meubles dessus, on va tout de suite lister l'ensemble des éléments dont on a besoin, donc aussi bien les meubles que les luminaires, que les accessoires, enfin tout, pour se rendre compte de est-ce que globalement sur les choix que j'ai faits, est-ce que je suis cohérent par rapport au budget estimatif ou est-ce que je suis au-dessus, en dessous. Si je suis en dessous, tant mieux. Si je suis au-dessus, peut-être qu'il y a certains éléments qu'on va pouvoir revoir à la baisse, retravailler un petit peu différemment. Voilà, après, ça va se jouer point par point. En allant chercher d'abord les plus gros, parce que c'est plus facile de faire des économies sur les gros. Voilà, mais c'est comme ça que ça va se faire en fait. Et après, c'est difficile de rentrer exactement dans le budget qui était prévu dans un sens ou dans l'autre. Hein. Ça peut être en dessous, même si généralement on a toujours prévu juste, mais voilà, c'est pas simple. Et sur la partie travaux, concrètement, il faut se dire que dès qu'on va faire une modification de l'existant, chaque modification va avoir un coût. Donc, plus on va casser de cloison, plus on va déplacer d'éléments, plus ça va coûter cher. Donc, on peut décider que c'est indispensable parce que, je sais pas moi, on a besoin de modifier une cloison pour créer une deuxième salle de bain dans une colocation. Bon, ok, c'est justifié. Mais je pense qu'il faut vraiment faire attention à l'estimation qu'on va faire avant l'achat, notamment par rapport au financement bancaire, de bien s'assurer que son estimation, elle est cohérente et qu'elle a été validée par des entrepreneurs. Et on y rajoute toujours un petit 20% par-dessus, au cas où, puisque entre l'estimation et le devis final, rien que ça, il peut y avoir une petite variable. Bon, elle ne sera jamais de 20%, mais il peut y avoir une petite variable. Et puis, il peut y avoir des surprises pendant un chantier, surtout si on vient vraiment modifier de façon importante. On peut avoir une mauvaise surprise de, je sais pas, on enlève le carrelage dans la salle de bain, on se rend compte que les poutres en dessous, elles sont pourries, il faut changer les poutres. Bon, c'était pas prévu dans le budget parce que c'était pas prévisible avant de le voir. Donc voilà, cette notion de budget, elle est vraiment importante au début en fait. Et il vaut mieux avoir peut-être estimé un peu plus, quitte à avoir une bonne surprise, avoir un cash flow qui augmente, plutôt que de se retrouver dans l'autre sens à se dire, ouh là là, mais en fait, mon truc n'est pas du tout rentable. Et puis avoir un couteau sous la gorge et finalement partir sur le mauvais pied puisque le banquier va se percevoir qu'on n'est pas si avisé que ça et pour la suite ce serait plus compliqué. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Je trouve que vraiment, il y a énormément de valeurs, les amis. Il y a énormément de belles idées de décoration, d'aménagement, d'organisation, mais aussi d'originalité du point de vue du créateur, du point de vue de l'architecte d'intérieur, du point de vue même du metteur en scène, parce qu'on est là non seulement pour investir, mais on est là aussi pour offrir un service vraiment de qualité, offrir une prestation de qualité à nos clients qui sont les locataires, et puis se démarquer de la concurrence et puis
quelque part imposer nos prix puisque notre location, notre produit sera irrésistible, sera très beau et sera très confortable. Et Si vous puis si l'avez on... encore fait, pensez à liker cette vidéo, pensez à la partager parce que Violaine voilà, vient tout juste de vous faire gagner énormément de temps et d'argent. Et je trouve que si on prend ne serait-ce que 2 de ces idées, déjà vous êtes dans le top 10 des locations dans votre ville. Violaine, où est-ce qu'on peut te trouver? Où est-ce qu'on peut suivre tes créations et tes idées? Alors, le plus simple, c'est d'aller sur rénoveuse-astucieuse.com. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook et Instagram sous le même nom. Super. Merci, merci encore une fois d'avoir participé, d'avoir accepté cette invitation. Je suis ravie d'avoir fait ta connaissance il y a maintenant quelques années et puis qu'on chemine un petit peu ensemble dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Tout à fait. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout. Pensez à télécharger mon bonus juste en dessous de cette vidéo, créer un gain d'exception. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à cette chaîne. Il y aura encore plein de rendez-vous inspirants pour vous et pour tout ce qui peut vous permettre de vous développer et de devenir une personne fière et ambitieuse. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous très vite. Bye bye.